Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai pris une petite pause pendant l'été, mais il est temps de se remettre devant le micro pour une nouvelle saison. Si vous ne me suivez pas sur YouTube et Instagram, je vous invite à le faire pour comprendre la raison de cette pause bien méritée durant l'été. Nouvelle saison du podcast et on va tester des choses un peu différentes dans le cours de l'année. Et je vais commencer dès aujourd'hui en vous présentant un ami qui va intervenir régulièrement avec moi dans ce podcast. Si vous êtes prêts à me suivre dans cette deuxième saison du podcast, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Mesdames et messieurs, je vous présente Abdel Amrani. Salut Abdel, comment ça va ? Salut Flo, ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien, ravi de t'accueillir dans ce podcast. Écoute, avant de commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, je m'appelle Abdel Amrani, je suis aujourd'hui Product Owner ou ce qu'on appelle en français un responsable de produit dans l'industrie de la télédiffusion, du broadcast. Je travaille globalement avec des chaînes de télé ou des diffuseurs dans la partie logiciel et la partie équipement. Donc, je ne suis pas du tout dans la partie contenu. Je suis également consultant en nouvelles technologies. C'est comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années. Ça remonte déjà. Exact. C'était au CES 2014. Ouais. Donc, je couvrais les grands événements médiatiques, des lancements de produits, les nouvelles annonces et bien évidemment toutes les nouveautés des produits des grandes marques. Mm-hmm. On s'était rencontrés sur notre stand quand je travaillais à l'époque à 01net. Exact. Et on faisait une émission en direct et t'étais venu nous voir, on avait discuté. Exactement, on avait discuté, on avait gardé contact et je pense qu'on s'est reparlé l'année d'après. Tu étais venu en vacances ici au Canada, à Montréal, là où j'habite depuis maintenant 13-14 ans. Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. C'est ça, exactement. Bon, et du coup, on a un point commun, évidemment, on est passionnés de nouvelles technologies. Et on va commencer ce premier épisode ensemble en parlant des nouveautés qu'Apple a annoncées. Alors pour nous, c'est la semaine dernière, au moment où on enregistre cet épisode. Apple a fait une keynote spéciale, mi-septembre, où ils ont annoncé des nouvelles Apple Watch et des nouveaux iPads. Est-ce que tu peux commencer par dire ce qui a été annoncé du côté des montres, par exemple ? Du côté des montres, il y a eu le lancement très très attendu de la nouvelle Watch série 6 qui vient en fait mettre à jour la gamme de Watch de Apple, remplacer la 5, en fait la version 5 qui est sortie l'année dernière à peu près à la même période, qui a quelques nouveautés en fait par rapport à la série 5. Avant de rentrer dans les détails de la série 6, il y a eu aussi le lancement de la série SE. C'est le nom qu'ils lui ont donné maintenant, qui correspond un peu à la gamme qu'ils ont créée il y a quelques années avec le iPhone SE, qui se veut un peu abordable et meilleur rapport qualité-prix par rapport à la série 6, qui reste quand même le haut de gamme des montres 6. Donc deux nouvelles montres différentes, l'Apple Watch série 6 et la SE. Les différences exactement, c'est quoi concrètement ? En gros, la Watch 6, la partie la plus importante qui a été présentée, c'est ce nouveau processeur S6 qui permet en fait des nouvelles fonctionnalités comme le sleep tracking, qui est en gros le suivi du sommeil. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard de cette fonctionnalité-là. Et il y a eu aussi surtout la mesure au niveau d'oxygène dans le sang, donc le VO2. En gros, ils ont rajouté 4 diodes au dos de la montre qui permettent en fait d'analyser la couleur du sang, donc différencier un peu les nuances de bleu et de rouge, qui donnent une indication en fait sur la saturation de l'oxygène dans le sang, qu'ils ont bien évidemment interprété avec des algorithmes pour nous donner une indication sur la forme du porteur de la montre. Ok, donc ça c'est plus une fonctionnalité dédiée à des sportifs concrètement. C'est pas fait pour les gens dans la vie de tous les jours, je pense. C'est pas quelque chose d'extrêmement important, si. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Enfin, ça peut être important, mais je veux dire, ça va être plus surveillé pour des gens qui font du sport de haut niveau, par exemple. Oui, bien sûr. Et je pense que ça rentre un peu dans leur stratégie de viser un peu le marché de l'e-santé, la santé connectée ou peu importe le nom qu'on lui donne.
Ça fait en fait suite à l'électrocardiogramme qui a été annoncé l'année dernière dans la série 5. Et donc là, cette année, ils arrivent avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc, ils ne veulent pas laisser le marché à des montres telles que les Withings qui ont commencé un peu à diriger leur stratégie vers la santé. Ok. D'autres fonctionnalités particulières sur la série 6 ? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu, avec ce nouveau processeur, mais ça, c'est des choses qui viennent avec le nouveau processeur S6 qui est en fait basé sur la chip, en fait, la carte puce qui venait avec les iPhones précédents, la chip A13. Donc, il y a la recharge rapide, en fait, qui vient avec. Il y a aussi la fonctionnalité Always On de l'Apple Watch 5 qui aussi vient avec ce processeur-là qui a été amélioré. Je pense qu'il y a plus de brillance, il y a plus de luminosité en fait. L'écran est beaucoup plus lumineux. Ok. Donc cette fonctionnalité-là, juste pour préciser, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les termes, Always On, ça veut dire que la montre, l'écran est toujours allumé, alors avec une luminosité un peu moins importante que quand on regarde la montre concrètement, mais on a toujours l'heure qui est visible, alors que sur les Apple Watch, par exemple celle que j'ai actuellement, la série 4, eh bien l'écran, quand tu ne le regardes pas, il est totalement noir, totalement éteint. Tout à fait. C'est ça la différence. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a eu, en fait, le reste c'était plus esthétique, c'est en termes des couleurs qui ont été annoncées. Donc il y a la série Red qui est connue chez Apple. Maintenant ils ont sorti la Watch Red. Okay. Ils ont profité pour rajouter une nouvelle couleur qui est le bleu. C'est un bleu nuit qui est quand même assez agréable. Ouais. Tu craquerais pour ce modèle-là si tu devais l'acheter ? Honnêtement, j'ai pas vu assez d'amélioration depuis la série 3 pour changer de montre. Personnellement, j'ai encore la série 3 qui marche super bien, la GPS cellulaire, qui marche très très bien, elle répond quand même assez rapidement, donc je sens pas encore le besoin de changer de montre. Ok. Donc au niveau des fonctionnalités, globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau, c'est ça ? Exact, ils ont rajouté des nouvelles, il y a pas ça, des faces, des arrière-plans sur la montre qui ont été ajoutés avec cette version-là. Il reste à vérifier si c'est des choses qui viennent avec iOS 7 ou plutôt... non, tout à fait. C'est avec le WatchOS 7 plutôt. C'est avec WatchOS 7 parce que j'ai fait la mise à jour et en effet, on a les nouvelles watch face. Je reviens vite fait sur le sleep tracking, comment on dit en français, mesure du sommeil. Ouais, le suivi du sommeil. Ce qu'on disait juste avant d'enregistrer ce podcast, c'est que concrètement, moi, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, en fait, je porte pas ma montre la nuit. Je sais pas, je trouve ça gênant de porter une montre la nuit. Et surtout, quand est-ce que tu la recharges du coup ? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je vois pas l'utilité de cette montre. C'est pas une montre qui a une durée de batterie qui peut permettre de dormir avec quelques jours avant de la mettre en charge. Ouais. J'ai d'autres montres connectées. J'ai les montres de Withings et franchement, la batterie dure assez longtemps pour que tu puisses la garder sur ton panier pendant plusieurs jours avant de penser à la recharger. Et du coup, tu peux dormir avec. Et ça permet d'avoir une interprétation du sommeil puis donner une indication. Donc là, dans le cas de l'Apple Watch, je me demande à quel moment de la journée je devrais la mettre en charge. Est-ce que ça va être plus dans la nuit où c'était comme je fais aujourd'hui, ou plutôt dans la journée prendre le moment de la poser sur son petit socle et la recharger. Ou alors il faudrait que vraiment la recharge rapide soit très rapide, que tu puisses l'enlever pendant la douche, la charger et puis qu'après elle soit directement à 100%, tu vois, ça peut être ça à la rigueur. Mais ok, et donc l'une des nouvelles chose un peu alors décevante, je sais pas, mais qui est annoncée avec cette Apple Watch, c'est qu'en fait dans la boîte, quand tu commandes une Apple Watch, tu n'as plus le bloc d'alimentation, tu as uniquement le câble USB, le chargeur, mais sans le bloc d'alim. C'est quelque chose à mon avis qui va être généralisé dans tous les produits Apple, non ? Ils utilisent l'argument en fait que pour l'écologie, moins de blocs de charge, ça fait moins de plastique qui traîne, et ils assument, j'imagine, que les gens qui vont acheter la Watch 6, ils ont soit la Watch 5 et puis du coup ils ont un bloc d'alimentation qui existe, ou bien utiliser celui de l'iPhone qu'ils ont. Je ne sais pas quoi en penser de cette nouvelle mesure. Je suis d'accord qu'il faut réduire un peu notre empreinte écologique. Après,
À la place, ce que j'aurais fait, j'aurais mis un nouveau bloc d'alimentation qui permettrait de recharger plusieurs appareils en même temps. Donc, pour le moment, il laisse ça au marché des applications tierces, ou plutôt les produits tiers. Donc, il y a des compagnies comme Anker, comme Newer, comme Ugreen sur Amazon qui permettent qui vendent en fait ce genre de petits chargeurs-là. Donc, pour le moment, ils ne rentrent pas dans ce marché-là. Ok. Mais après, c'est vrai que c'est un faux problème en soi parce que beaucoup de gens ont déjà chez eux des petits blocs d'alimentation d'anciens produits qui, eux, fonctionnent encore très bien. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus un si gros problème que ça. Mais bon, c'est à noter quand même qu'il n'y a plus ce bloc d'alim. Moi, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser ces petits blocs qui viennent avec les produits depuis un bon moment. Ouais. J'ai un bon bloc qui est connecté à ma table de chevet. Et puis, à chaque fois que j'arrive le soir, mon câble est déjà branché sur ce bloc-là. Donc, que ce soit le téléphone, que ce soit la montre, il est automatiquement branché là-dessus. Donc, et du coup, je me retrouve avec plusieurs petits blocs dont je ne me sers jamais. Ouais. Ok, donc ça c'était pour l'Apple Watch Series 6 et pour la SE, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à cette version-là? En termes de prix, ça, je pense que c'est le truc le plus important. Si on fait une petite comparaison rapidement, en fait, la Watch 6, elle commence à partir de 429 €, annoncé à 399 $ US. Ouais. Tandis que la Apple Watch SE, elle est à 299 € là, pour la version GPS, bien sûr. C'est le début de la gamme, qui correspond à, je pense, 399 ou plutôt c'était 349 € pour la partie cellulaire. Ouais. Ok. Donc, le prix, j'avoue que le prix c'est quand même très très intéressant, surtout si on fait la comparaison avec la Watch 6. En termes de fonctionnalité, ce qui va manquer, c'est ce qu'on a dit, la mesure du taux d'oxygène dans le son. Donc, pour les gens qui ne sont pas intéressés, en fait, c'est la même montre. Il n'y a pas non plus le électrocardiogramme qui venait déjà avec la Watch 4, donc ils ne l'ont pas mis sur cette version-là. Et je pense que l'altimètre venait avec, donc ça fait partie de la montre SE. Donc, et il n'y a pas non plus cette fonctionnalité de Always On de l'écran, en fait, l'écran qui reste allumé en tout temps. Okay. Grosso modo, c'est ça les fonctionnalités qui manquent de la SE. Elle a un nouveau processeur S5 qui se veut 2.5 fois plus rapide et plus responsive que celui de la Apple Watch 3. Ok. Donc au final, quand on veut commencer à rentrer dans le monde d'Apple et des montres Apple, c'est un très bon modèle pour commencer parce que c'est assez abordable pour une Apple Watch, même si ça reste quand même un certain prix, mais ça reste assez abordable et on n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités de la 6 dans un premier temps. Donc ça peut être une bonne solution pour débuter. Exactement. Pour quelqu'un qui veut rentrer dans cette, qui veut se procurer une première Apple Watch, je pense que la SE reste un bon choix. Même si la Apple Watch 3 on a vu qu'elle était à 219 €. Ouais. Je pense que la SE, ça reste quand même un meilleur choix. Ouais, au final, c'est ce qu'on voyait. Il y a une différence d'à peu près 80 € entre la série 3 et la SE, en sachant que la série 3 elle a quelques années déjà derrière elle. Donc pour 80 € de plus, on a quand même une montre qui vient de sortir, qui a des bonnes fonctionnalités, qui est vraiment sympa. Donc ça peut être un super produit avec lequel démarrer. C'était tout par rapport aux montres. Il y avait les bracelets, on peut parler des nouveaux bracelets qui ont été annoncés, même si c'est un petit détail. Oui, exact. On a mentionné qu'il y avait des nouvelles couleurs, là, le rouge et le bleu. Et là, au niveau des bracelets, ils ont annoncé le Solo Loop. Je pense qu'il y a 12 tailles différentes. Ils ont mis à disposition des utilisateurs un outil sur la page web qui permet de mesurer en fait la taille de son poignet pour avoir exactement un Solo Loop qui correspond à la taille de leur poignet. Je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas encore si c'est quelque chose que je pourrais prendre pour ma montre actuelle, je ne sais pas. Okay. Mais l'idée est quand même bonne. Je n'ai pas vu par contre en termes de prix, reste à voir si c'est dans la même gamme de prix que les bracelets actuels. Ok, bon ça c'était pour les Apple Watch. Il y a une deuxième partie dans cette keynote Apple qui était sur les iPads. Donc 2 nouveaux iPads, on va dire un iPad classique et un iPad Air. Est-ce que tu veux commencer par l'iPad classique ?
L'iPad classique, en fait, ils ont mis à jour, bien évidemment, cette gamme d'iPad qui est la gamme la moins chère, en fait. Les produits les moins chers en termes de iPad. Je pense qu'il commence à 399 € pour celui-là, le 10.2 pouces. C'est avec la nouvelle chip A12 Bionic. Donc, ils ont juste rajouté, ils ont utilisé une chip qui existait avant sur d'autres produits, sur ce nouvel iPad. Donc, j'imagine ça va être beaucoup plus rapide et puis une meilleure gestion des applications. Ils ont ajouté le support de leur Pencil. Mais de première génération. Le première génération, exactement. Okay. Parce que l'iPad, il garde toujours le connecteur Lightning. Donc, okay. Je pense globalement, c'était ça le résumé de cet iPad-là. Il n'y a rien eu de particulier. Juste, il ouvre la porte à tous les usages en fait, qui demandaient ce Pencil. Donc, okay. J'imagine les gens qui voulaient dessiner ou un peu... faire des sketchs sur l'iPad, ils vont pouvoir le faire maintenant avec le iPad d'entrée de gamme. Ok. Après, c'est un iPad aussi, j'ai cru comprendre que c'est un iPad qui était aussi fait pour l'éducation, pour soit les profs, soit les enfants, étudiants, etc. Donc c'est un iPad qui coûte pas forcément très très cher, parmi toute la gamme d'iPad évidemment. Et donc maintenant qu'il y a la fonctionnalité du Apple Pencil, ça peut aider aussi pour les étudiants pour prendre des cours, prendre des notes, faire des schémas, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Et donc ensuite on a l'iPad Air qui lui a pris un petit peu le design de l'iPad Pro finalement. Tout à fait. Le iPad Air ressemble comme deux gouttes d'eau comme le iPad Pro de première génération. Ouais. Celui 11 pouces première génération, parce qu'il y a eu d'autres iPad Pro, je pense 19 pouces il y a eu plusieurs générations pour ça en fait. Mm-hmm. Donc il ressemble le côté carré en fait qui a été appliqué à ce nouvel iPad. Moi je suis très fan de ce nouveau design. Je suis propriétaire d'un iPad Pro. Le 11 pouces, j'adore le design, j'adore le form factor, je suis preneur pour ce genre d'iPad. Donc je ne sais pas si en termes de puissance, l'iPad Air va venir un peu concurrencer le iPad Pro. Je pense pas, parce qu'il garde quand même les spécifications de l'iPad première génération, pas celui qui vient de sortir cette année 2020, sur cet iPad Air. Donc il va venir en concurrence peut-être pour les personnes qui voulaient en fait acheter un iPad Pro moins cher. Peut-être qu'aujourd'hui avec un iPad Air, ça va rentrer dans leur choix de décision. Okay. Il a bien évidemment le port USB-C. Et il supporte bien évidemment le Pencil le deuxième génération, celui qui se met tout simplement sur le dessus du iPad au lieu de le connecter comme celui de la première génération. C'est une nouvelle chip aussi, c'est la A14 Bionic. Donc encore une fois, plus de puissance, une meilleure gestion des applications. Et pour les fans du nouveau Magic Keyboard, bien évidemment, il est supporté dans ce nouvel iPad vu que c'est le même form factor que les autres iPad Pro. Ok. Je pense qu'il y a eu plusieurs couleurs aussi. Ouais, plusieurs couleurs. Ouais, il y a 5 couleurs. Ouais. Et est-ce que tu as l'information du prix de cet iPad Air ? Non, je n'ai pas, j'ai pas le prix. C'était un petit piège. Je l'ai ici, c'est 669 € pour cet iPad Air. Alors, ça, c'est le premier prix, évidemment. Donc on a 64 Go avec ce tarif-là de 669 €. Et dès qu'on veut passer sur du 256 Go, on passe à 839 €. Donc on se rapproche un peu plus des tarifs des iPad Pro. Ouais, tout à fait. Mais je vois qu'ils ont commencé avec 64, donc 64, ça permet d'avoir un prix d'entrée de gamme plus... Ouais, c'est pas beaucoup 64 sur un iPad, honnêtement, c'est un peu limite. Donc si jamais vous devez acheter un iPad Air, je vous conseille fortement de passer au moins sur le 256 parce que vous allez vous retrouver très vite limité, en sachant que les applications qu'on utilise sur des iPads sont souvent assez gourmandes. Ne serait-ce des applis de dessin, de vidéos potentiellement, etc. Donc prenez 256 parce que sinon vous allez être très vite embêté. Je pense que l'espace disque sur ces iPads-là fait partie de leur stratégie de segmenter le marché. Donc là, pour le iPad Air, il commence par 64, là où les iPad Pro commençaient par 128. Donc ils segmentent le marché. Comme ça, les personnes qui sont intéressées par des iPads moins chers, l'espace aussi vient avec. Ok. Pour préciser simplement, les montres sont disponibles dès maintenant en fait, alors que les iPads sont dispo à partir du mois d'octobre.
Donc il faut attendre un petit peu avant de pouvoir se les procurer. On va passer maintenant à une nouvelle annonce qui est plus de l'ordre des services avec Apple One. Qu'est-ce que c'est Apple One, Abdel? Je pense que c'est quelque chose qui a été très très attendu et par d'autres fournisseurs de services aussi. Donc en fait, le fait de regrouper plusieurs services de la même marque sous la même facture, on va dire. Le fait de ne pas payer de façon séparée Apple Music, TV+, pour les fans de jeux vidéo, la Apple Arcade et iCloud. Donc moi personnellement, je paye iCloud, je paye TV+, donc j'aurais bien aimé avoir un petit combo qui me permettrait de réduire ma facture. Donc en fait, ils ont 3 forfaits. Les 3 forfaits ne s'appliquent pas dans tous les pays. Il y a le forfait individuel, le forfait famille et le 3e c'est Premier. Je pense que le Premier n'est pas disponible en France parce qu'en fait il comprend le nouveau service Fitness Plus qui lui n'est disponible que dans les pays anglophones pour le moment. Ok. Et donc alors pour résumer, c'est un pack complet que propose Apple, qui inclut donc un abonnement Apple Music, un abonnement Apple TV+, un abonnement Apple Arcade et un abonnement iCloud avec du stockage dans le cloud. Et donc le forfait individuel, pour résumer, on a un abonnement à 14,95 € par mois. Et donc dans ce forfait, on a 50 Go sur iCloud d'inclus. Tout à fait. Et quand on prend l'abonnement famille, on a 19,95 par mois et on a 200 Go dans iCloud. Donc ça, c'est les différents forfaits qui existent et qui sont disponibles en France. Est-ce que c'est pas un peu, on va dire, anti-concurrentiel par rapport à d'autres services comme Spotify ou Netflix, de proposer ça en bundle qu'avec des produits Apple ? Tout à fait, je suis d'accord avec ce point-là. Je pense qu'ils ont un net avantage en ce moment sur les autres fournisseurs de services, parce que déjà dans les services qu'ils proposaient, il y avait le service télé, le service musique, le service jeu, stockage dans le cloud. Donc je pense qu'ils prennent un pas d'avance sur d'autres marques qui elles en fait sont obligées d'avoir des ententes avec d'autres marques comme Spotify par exemple, qui fait une entente avec Netflix pour pouvoir offrir un service qui va couvrir ces 2 services. Je sais qu'en France, il y a des chaînes de télé qui maintenant comprennent dans leur bundle, dans ce groupe de services qu'ils proposent comme Canal+. Je pense que tu peux avoir Netflix avec et je pense que tu peux même avoir un compte individuel Spotify. Ok, parce que c'est vrai que pour ces tarifs-là, ce serait cool de pouvoir choisir. Par exemple, à la place d'Apple Music, tu prends Spotify, à la place d'Apple TV+, tu prends Netflix ou Amazon Prime, et puis tu prends autre chose pour les jeux, et puis au lieu d'iCloud, tu pourrais prendre un forfait, j'en sais rien, Dropbox, OneDrive, ce que tu veux. Et puis tu pourrais à la carte choisir un petit peu ton abonnement, ce serait assez cool. Mais là, c'est uniquement pour les produits Apple, donc on peut espérer peut-être qu'un jour qu'on aura cette possibilité-là de choisir et d'avoir un bundle mais personnalisable. Exactement, j'ai bien hâte de voir la réponse de la concurrence. Après, à voir si c'est possible, parce que comme c'est pas une même entité, c'est aussi compliqué. On va parler d'une dernière chose assez rapidement, c'est Apple Care Plus. Alors moi, je suis pas trop touché par cette assurance, on va dire là, mais toi, je sais que tu l'as pris pour tes iPhones notamment. Est-ce que tu peux m'expliquer l'annonce qu'a fait Apple à ce sujet ? C'est une annonce en fait qui est passée un peu en dessous des radars. J'ai pas vu beaucoup de médias en parler. En fait, Apple Care Plus, c'est la garantie qu'on prend avec les appareils Apple en fait pour une garantie de 2 ans qui couvre en fait avec les anciens termes en fait ça couvrait un incident par année. Pour la durée de couverture totale de 2 ans. Donc, tu avais un incident par année. Ils ont doublé maintenant pour le même prix. Apple Care Plus n'a pas augmenté de prix, mais en fait maintenant ça couvre 2 incidents par année pour un total de 4 pour les 2 ans de la couverture. Ce qui est quand même très intéressant pour les personnes qui font pas attention à leur téléphone, à leurs iPads et pour tous les maladroits, ça peut valoir le coup de prendre Apple Care Plus. Exactement. Et enfin, dernière chose qu'on avait noté, c'est Apple qui est toujours dans son ambition d'être neutre en émissions carbone et qui a pour objectif d'ici 2030 d'être 100% neutre en émissions carbone, et donc d'être une compagnie très environnementale, on va dire.
Exact. Donc, j'imagine que ça fait partie de leur message marketing pour diriger la compagnie vers des décisions un peu plus qui font plus attention à l'écologie. On verra d'ici 2030 c'est quoi qui va se passer. Et, c'est bien de le mentionner aujourd'hui et de lancer déjà les attentes par rapport à ça. Ok. Bon, alors ça, c'était le résumé de la keynote Apple. Alors, il n'y a pas eu d'iPhone. Il n'y a pas eu d'iPhone 12, comme on aurait pu penser au courant de l'été. On pouvait se dire qu'un iPhone 12 allait être annoncé au mois de septembre, comme d'habitude. Mais en grande partie à cause du Covid ou du coronavirus, ça a été retardé. Donc, on peut s'attendre à une nouvelle keynote d'ici le mois d'octobre, je pense, où on va pouvoir découvrir des nouveaux iPhones et on pourra en reparler à l'occasion. Tout à fait, exactement. Il y avait autre chose à préciser ou c'est tout bon par rapport à cette keynote? Est-ce qu'on a oublié des choses, Abdel? Je pense que pour le iPad Air, on n'a pas mentionné qu'il n'y a pas de Face ID, c'est plus un Touch ID sur le bouton. Exact. Ouais, il n'y a plus de Face ID et en fait, avec les masques qu'on porte quasiment tout le temps en ce moment, c'est pas si mal. Exact, c'est une bonne décision. Je pense que Samsung doit se frotter les mains en ce moment parce qu'ils ont les deux fonctionnalités qui sont disponibles dans leur dernier téléphone, le Note. Je ne sais pas si c'est le cas pour les Galaxy. Donc aujourd'hui, avec les masques, j'imagine que le Face ID n'est pas très utilisable. Ouais, mais bon, et faut espérer que cette situation s'arrange et qu'on pourra à nouveau vivre sans masque très prochainement. Bon, merci beaucoup Abdel d'avoir participé à ce premier podcast. J'espère que ça t'a plu et que ça vous a tous intéressé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, soit dans les commentaires, le podcast est dispo sur YouTube, ou alors dans Apple Podcast, où vous pouvez nous laisser un avis. Vous pouvez évidemment nous laisser 5 étoiles, ça nous fait très plaisir. Vous êtes nombreux déjà à avoir participé et à avoir laissé votre petit avis et votre petite note, donc n'hésitez pas à rejoindre toute cette communauté. Et puis vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, sur Instagram notamment si vous voulez. Et voilà, donc on vous met tout ça dans la description et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! À bientôt, salut!